dire que cette chose qu'on fait sur la question de la violence, de la justice, elle a été portée par des habitants, à la fois de Grenoble, d'Échirolles, de Saint-Martin-d'Air, de Fontaine. Vous vous souvenez qu'il y a 4 ans, il s'est passé le drame qu'on connaît, Kevin et Sofiane, la Marche Blanche. Et le 2 octobre, c'est aussi l'anniversaire de la Marche Blanche d'Échirolles, mais c'est aussi, et là c'est bizarre, la journée internationale choisie par l'ONU, l'Organisation nationale mondiale, pour faire une journée d'action et de réflexion sur la question de la violence ou de la non-violence. Donc nous, cette année, on a choisi de travailler avec Fawzi, avec les gens de différents établissements scolaires sur la question de la justice, de la prison, de la délinquance, parce que c'est évidemment quelque chose qui porte de la violence, mais comment on s'en sort? Comment est-ce qu'on fait pour, si on rentre en prison, on en sort mieux ou moins bien? Voilà, je ne dis pas plus que ça et je laisse la parole à Jean-Marc qui va se présenter et vous raconter ce qu'il va vous raconter. Voilà, donc, bonjour, je m'appelle Jean-Marc Rally, j'ai 49 ans et j'ai passé 18 ans, 10 mois et 17 jours en prison. Je n'y suis pas arrivé par hasard en fait. Je pense que vous avez à peu près 14-15 ans, c'est à ce moment-là où mon destin a commencé un petit peu à basculer. Vous êtes à un drôle d'âge en fait. Quand vous quittez l'école primaire, vous arrivez dans la grande école et tout d'un coup, vous êtes face à une plus grande école, à d'autres modèles, on s'habille différemment, on voit des jeunes différemment, et puis on a beaucoup plus de professeurs, on change souvent de classe, et puis il faut 1 an ou 2 pour s'habituer. Tout d'un coup, on commence à trouver ses repères. On connaît mieux les élèves dans la classe, on connaît mieux les élèves dans l'école, et parfois, il arrive qu'on soit attiré par ce qu'on pense être des bons élèves, mais parfois ça peut être des élèves négatifs, on ne s'en rend pas compte en fait. Ce que je viens vous expliquer, c'est mon histoire à moi. Je ne vais pas vous raconter ce qui m'a amené en prison, puisque vous allez le voir dans la pièce, dans le spectacle Un homme debout, qui n'est pas un spectacle où on vient comme au théâtre pour rigoler. C'est un spectacle qui doit vous pousser à la réflexion, puisque c'est mon histoire. Et vous êtes chacun une histoire. Je ne viens pas vous faire la morale, ça ne m'intéresse pas de faire la morale aux gens. Je ne viens pas vous juger, on m'a déjà assez jugé comme ça. J'ai juste envie de vous dire que si après 13 ans où j'ai été libéré, je continue à aller parler à des jeunes, continue à raconter une histoire, c'est parce qu'au moment où j'avais votre âge à vous, jeune homme s'il vous plaît, merci, c'est qu'au moment où j'avais votre âge à vous, si j'aurais pu rencontrer quelqu'un comme moi, ou d'autres détenus qui témoignent, et qui m'auraient dit que la prison c'est pas bien parce qu'il n'y a rien à aller chercher en prison. La prison est un monde hors du monde, elle fait partie de la société, sauf qu'elle est délimitée dans un périmètre bien précis, et qu'on n'a pas un appartement, on n'a pas une maison. Le seul endroit où on loge et où on vit 24 heures sur 24, c'est une cellule de 9 mètres carrés. La prison est un monde de violence, malheureusement. Je vais vous expliquer un tout petit peu le début de mon histoire pour que vous compreniez comment est-ce que j'ai basculé d'un mineur en danger et en difficulté que j'étais. Vous savez, c'est quoi un mineur en danger ou en difficulté? Qu'est-ce qu'il peut me répondre? Vous levez la main. Ok. C'est un enfant en difficulté. Oui, mais et pourquoi est-ce qu'il est en difficulté? Oui. Il apprend moins de choses qu'une personne normale devrait apprendre. Il faut parler juste un tout petit peu plus fort. Il faut. Qu'est-ce que ça pourrait être un enfant en danger ou en difficulté? Une personne qui connaît moins de choses. On est où ici? À l'école. Ok. Un enfant qui vient pas à l'école. Ah ouais. C'est un enfant en danger. D'accord? Qu'est-ce que ça pourrait être encore? Le fond. Oui, on s'écoute, on s'écoute. Ah oui, effectivement, qui prend de la drogue, qui ne deal pas encore, mais qui commence à consommer de la drogue. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que ça pourrait être encore? Un enfant frappé. Un enfant frappé, donc dans sa famille. Exactement, ça pourrait être une famille, effectivement, où les parents sont violents et qui s'expriment avec les poings. Qu'est-ce que ça pourrait être encore? Ça pourrait être un enfant qui fuit. Ça pourrait être un enfant qui fait une tentative de suicide. Ça pourrait être un enfant qui se referme sur lui-même parce qu'on n'arrive pas à le comprendre et qui s'isole du monde. Ça pourrait être un enfant qui est dans une famille où on boit de l'alcool. Ça pourrait être un enfant où les parents ne s'occupent pas des enfants. Moi, mon histoire, elle a commencé à l'âge de 8 ans. Et avant ça, je n'avais jamais été soumis à la violence, au bruit de la violence, aux insultes, aux coups, aux cris. Et du jour au lendemain, on m'a dit, Jean-Marc, tu vas préparer ta petite valise et ta petite sœur aussi. Alors que j'avais 2 frères. En fait, mes parents, ils ont décidé pour moi. Mon papa allait rester avec mes 2 frères, qui étaient mes compagnons de jeu, en quelque sorte. Et ma mère a décidé de me prendre moi et ma petite sœur. Elle m'a dit, tu vas partir, tu vas aller chez un autre homme qui va remplacer ton papa. Et je vous assure que si à ce moment-là, on m'aurait dit, Jean-Marc, tu habites
8 ans, mais tu vas comprendre avec tes mots à toi. Voilà, ton papa et ta maman, ils ne s'entendent plus. Ils se disputent, tu ne l'as pas encore vu. Ils s'insultent, mais tu ne l'as pas encore vu. Et pour ton bonheur à toi, pour ton bien-être à toi, il vaut mieux que tu parles. On ne m'a pas dit les choses comme ça. Donc j'ai rien compris à ce qui m'arrivait. Et quand je suis arrivé dans la nouvelle maison qui allait devenir mon nouveau lieu de vie, j'ai vu un homme. Mais cet homme, je l'ai vu comme un ennemi. Parce que c'est lui qui avait fait quelque part éclater ma bulle de bonheur, en fait. Et donc j'ai couru vers lui avec mes petits poings de 8 ans, je l'ai frappé, en fait. Bon, lui, il m'a mis une tarte et j'ai été au fond du salon. Mais dans les semaines qui ont suivi, mes parents, enfin mon beau-père et ma maman se disputaient beaucoup, ça criait. Et puis il a commencé à avoir des coups, mon beau-père sur ma maman. Et puis il y a la police qui est venue. Vous savez, quand tous les garçons ici, quand vous étiez enfants, vous jouiez avec des petites voitures en plastique de police. Hein, on s'inventait, on imaginait des choses. Et puis on mettait des ambulances. Et puis, ben moi j'ai vu des vraies voitures de police. Et des vraies ambulances. C'est pas la même chose de le vivre en pleine réalité que dans l'imagination avec ces petites voitures en plastique. Mais le problème, c'est que dans les écoles primaires où j'allais, chaque fois que j'avais un problème avec un autre élève, comme chez moi, au lieu d'employer les mots et la parole, on employait les poings, la violence, et ben je faisais exactement la même chose que mes parents. Ce qui était une erreur. La violence n'amène que de la violence. Vous savez, la beauté de l'être humain, c'est qu'on est doté d'un organe extraordinaire. On a une langue. Et tant qu'on peut parler, on peut toujours essayer de trouver une solution. On n'est pas des animaux, nous, aussi en quelque sorte, mais on n'est pas des animaux. Écoutez bien cette phrase. Hein. La violence, vous savez c'est quoi la violence quand même, hein? Jetez un petit arrêt. Qu'est-ce qui joue à Call of Duty, à GTA? Wow. Et il y a marqué quel âge sur la jaquette? 18. Ah, ça vous retenez bien en fait. Et vous savez pourquoi est-ce qu'il y a marqué 18 ans en fait? C'est violent. Parce que c'est violent. Oui, ça va, vous savez ce que c'est la violence. Pourquoi? Comment? Du sang. Voilà. Des armes. S'il vous plaît, le respect, on s'écoute. La jeune fille ici a dit une très bonne réponse. Qu'est-ce que vous avez dit? Non, c'est moi. Ah, c'est vous. Je dis, c'est pas de notre âge. C'est pas de notre âge. Tout à fait. Vous pensez que quelqu'un qui a mis 18 ans sur une jaquette d'un jeu violent, il a dit ouais, je là, bon, on met 18 ans. Celui-là, bon, on va mettre 21 ans. Ah, celui-là, on va mettre 6 ans. Il y a des gens qui ont fait des études, que ce soit des éducateurs, des universitaires, des criminologues, des psychologues, qui ont dit ces jeux-là, les images qu'on voit, le bruit qu'on voit, ne sont pas faits pour des jeunes qui ont 13, 14, 15 ans. Relevez un peu votre doigt ceux qui jouent à Call of Duty, à GTA. Je peux te demander depuis quel âge tu joues à ce jeu-là? Tu as quel âge? J'ai 19 ans. Ok, toi? Ça fait 2 ans que je l'ai. J'ai 13 ans. Ça fait 2 ans. Et toi, jeune homme, s'il te plaît? Moi? Ouais. Ça fait 2 ans, 3 ans. Ça fait 2 ans. Vous savez que, vous voyez, vous grandissez. Vous êtes en pleine mutation, en fait. Vous êtes encore des adolescents, vous allez encore grandir. Mais il n'y a pas que le corps qui grandit. Il n'y a pas que votre cerveau qui apprend des choses à l'école. Il y a aussi la manière de voir les choses. À force de jouer à des jeux ultra violents, où je sais ce qui se passe, j'y ai joué quand j'étais en prison. Il y a longtemps que j'ai arrêté ces jeux-là. Parce qu'en prison, je n'avais pas d'autre choix pour passer le temps. De tuer les gens, de dézinguer. Je sais très bien ce que c'est GTA. On est dans une ville, on devient le maître, on commence avec une hache, et puis on prend, et puis on a des armes, et puis on fait des missions. Et en fait, on ne se rend plus compte, en fait, qu'indirectement, notre cerveau fait du mal dans une télévision, avec une manette. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Je ne vous dis pas d'arrêter vos jeux, hein, c'est pas ça que je vous dis. Mais je voudrais quand même de jouer avec modération. Et peut-être même de jouer à des jeux de votre âge. Il a été prouvé avec ceux qui ont fait les attentats à Paris, à Bruxelles. Il a été prouvé avec ceux qui tuent des élèves dans des cours de récréation aux États-Unis, que tous ces jeunes-là ont commencé très très tôt à jouer à des jeux ultra violents comme vous jouez à des jeux ultra violents. Et à un moment donné, vous savez quoi, à force de jouer toujours avec ça, votre cerveau, il pense que c'est la réalité. Alors que c'est juste de la fiction en fait. La violence est le bruit d'une souffrance qui n'est pas entendue. Et puis à mi-temps, j'ai essayé de me tuer. Mais
a 8 ans, c'est parce que c'est la mort, vous savez. Parfois, on a envie de disparaître. Parfois, on a envie de prendre la fuite. Comme parfois, certains enfants de votre âge sont poussés par d'autres élèves, et parfois, je m'adresse aussi aux filles, quand on est derrière un portable, qu'on a envie de faire du mal à une autre élève, parce qu'elle est moche, parce qu'elle est grosse, parce qu'elle est trop jolie, parce qu'elle ne réfléchit pas comme nous, parce qu'en fait, on voit plein de défauts, et alors on va commencer à l'agresser derrière un écran. Et bien souvent, en mettant un nom incognito. Et on pousse quelqu'un qui ne comprend pas de son âge à se dire, mais enfin, c'est extraordinaire, mais qu'est-ce qu'on me veut? Pourquoi est-ce qu'on me veut autant de mal? Et on a envie de mourir. Pas parce qu'on sait ce que c'est la mort, parce qu'on a envie de fuir cette réalité qui nous fait mal. C'est un petit peu comme dans l'affaire de Kevin et Sofiane. Les 13 jeunes qui vont les tuer avaient pratiquement leur âge. On ne tue pas quelqu'un pour un regard. Je pense que s'ils se seraient parlé, ça ne serait jamais arrivé. Mais ce sont des jeunes qui ont été élevés parfois dans un milieu violent. Ce sont des jeunes surtout qui ont rencontré d'autres jeunes qui avaient aussi une violence. Ça veut dire qu'ils avaient aussi une souffrance. Ça veut dire qu'elles n'étaient pas entendues. Quand on est face à un problème, les jeunes, et qu'on ne trouve pas la solution de son problème, alors il ne faut pas hésiter à en parler. Vous savez, rien que le fait de parler parfois de quelque chose qui nous fait mal, sans attendre un conseil de quelqu'un, ça nous libère. On s'est dit, ah, au moins j'ai parlé d'un problème qui me fait mal. Ça nous libère. Après, on peut peut-être essayer de trouver quelqu'un qui peut essayer de nous aider à comprendre ce qui nous fait mal. À l'âge de 12 ans, quand je suis arrivé dans la grande école, je me souviens du premier jour. Tous les parents des élèves qui étaient avec moi dans la classe sont venus les chercher le premier jour de l'école. Bon, mes parents, ils n'étaient pas là. Je devais aller chercher ma petite sœur qui était à l'école primaire encore. Et je l'ai ramenée à la maison. Je lui ai fait à manger et puis je l'ai mis au lit parce que mes parents, ils rentraient après moi en fait. Ils rentraient tard. Et le matin, il fallait que j'allève ma petite sœur pour lui donner son déjeuner, l'habiller et puis la conduire à l'école. Mais je voyais mes parents en fait 2 jours par semaine, le samedi et le dimanche. Pour faire quoi? Pour aller dans les cafés où mes parents buvaient. Et moi, je jouais à des jeux vidéo dans les cafés. Mais quand on a 12 ans, on a envie aussi d'avoir de l'amour, de l'affection. On se dit quand même que si nos parents nous ont mis au monde, ils ne l'ont pas fait par hasard, c'est pas un accident, ils nous voulaient vraiment, ils voulaient nous aimer, nous apporter de l'affection, nous dire ce qui est bien, ce qui est mal. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais aussi besoin d'amour et d'affection. J'habitais dans un building de 18 étages, une petite cité à Bruxelles, et j'étais en colère, j'étais en révolte. Alors je suis descendu au pied de mon immeuble, et j'ai vu en bas une dizaine de jeunes, ceux que j'appelle les teneurs de mur. Vous savez, vous avez déjà vu des jeunes qui posent leurs pieds comme ça sur le mur, hein, comme si le mur, sans leurs pieds, il allait tomber en fait. Ils m'ont dit, viens Jean-Marc, viens. Ah ouais, je peux venir. Ouais, attends, stop. Si tu veux rentrer dans notre bande, c'est une image hein, que je vais vous raconter maintenant. Si tu veux rentrer dans notre bande, il va falloir que tu mettes un masque. Quand c'est carnaval, vous savez c'est quoi le carnaval hein? On porte tous des masques. Et quand quelqu'un il porte un masque, ben, on ne sait pas qui se cache derrière en fait. Là, vous êtes devant moi sans masque. Je pourrais vous mettre un masque à chacun en disant, toi tu vas jouer Guignol, toi tu vas jouer le gendarme, toi tu vas jouer, je ne sais pas moi, Peter Pan. Mais là, vous n'avez pas de masque. Et ils m'ont dit, Jean-Marc, on veut bien que tu rentres dans notre bande, nous on va t'apporter de l'affection, nous on va te montrer qu'on est tes potes. Mais il va falloir que tu prennes 2 rôles. On sait bien que tu es violent, hein, on sait bien que tu as de la colère, on sait bien que tu aimes bien les provoquer, on sait bien que tu aimes bien te battre. Ben, tu vas déjà prendre ce rôle-là, parce que nous aussi on a envie d'être entraînés, on a envie aussi de se battre. Et puis comme tu es un petit comique, tu aimes bien nous faire rigoler, tu vas aussi nous faire rigoler. Donc j'ai pris ce masque. Donc j'étais Jean-Marc, et en plus on m'a demandé d'être violent et de faire rigoler les autres. C'est ce que j'appelle la bande négative. C'est ce que j'appelle la bande où on n'est plus maître de soi. Le problème, c'est que quand on est dans une bande négative, on pense qu'on respecte ses amis. Eh merci, hein, c'est gentil de m'avoir fait rentrer dans ta bande. Et je te respecte, hein. Mais en fait, derrière, hein, on ne lui dit pas, je te respecte parce qu'en fait, j'ai peur de toi. Je ne vais plus oser te dire non. Le vrai respect dans la vie, le vrai seul respect dans la vie, avec un grand R, hein, c'est dire à quelqu'un, à son ami, à un professeur, à son papa, à sa maman, à un copain,
Je te respecte parce que tu m'as aidé, parce que tu m'as écouté, parce que parfois tu m'as accompagné, parce que parfois tu m'as compris. Ça, c'est le seul respect qu'il y a dans la vie. Si vous respectez quelqu'un parce que vous avez peur de lui, alors ce n'est pas du respect. Et en plus, vous n'êtes pas vous-même. J'ai commencé à brosser les cours. Allez, qu'est-ce qu'on va à l'école, Jean-Marc? Viens, on va aller dehors, on va aller voler dans les magasins. Tracasse pas. On commence à faire des petites bêtises et puis on ne se fait pas attraper. Donc on se dit, ouais, ça va, je ne me suis pas fait avoir. Hein. Et je vais continuer. Hein. Pourtant, à 17 ans, j'ai senti que ça n'allait pas bien, que c'était pas normal que j'avais une vie comme ça. Je ne devais pas être comme ça. Alors j'ai essayé de nouveau de partir vers le ciel, ça n'a pas été. Et puis j'ai été vivre chez mon papa, mais mon papa il travaillait pendant la nuit. Donc j'avais de nouveau pas quelqu'un qui me disait « Jean-Marc, tu vas dormir à telle heure, le matin tu te lèves près à l'école ». Mon papa il s'en foutait, il n'était pas là. Donc j'ai continué à imaginer que je pouvais faire ce que je voulais. C'est ce qu'on appelle ce sentiment de pouvoir faire tout ce qu'on dit, les adultes ne peuvent rien nous dire. Et donc je traînais dans la rue jusqu'à 5-6 heures du matin. Je buvais déjà l'alcool, de temps en temps je fumais un petit pétard. Et je continuais à être entraîné par mes potes à aller faire des bêtises. Et je ne me rendais pas compte qu'en fait, finalement, j'étais occupé à aller dans un toboggan qui allait m'amener vers le bas. Ça commençait à glisser. Et ce qui est arrivé est arrivé. Un jour, on m'a proposé d'aller faire un cambriolage. Je n'ai pas été pour aller faire un cambriolage, j'ai été simplement pour jouer à me faire peur. Ah, c'était excitant. Hein. Vous savez, quand on va dans un parc d'attractions, il y a des attractions qui nous font peur, hein, pour avoir de l'adrénaline. J'aurais pu faire ça en fait. Mais je me suis dit, mais non, je vais partir cambrioler avec eux. Je sais que ça ne vous arrivera pas, mais si un beau jour vous rencontrez quelqu'un qui se dit votre ami, et qui vous propose quelque chose où vous vous sentez mal dans votre corps, arrêtez-vous 5 secondes. Ça va vite 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Et posez-vous 2 seules questions. La première, dites-vous pourquoi ce gars qui se dit mon ami me dit d'aller faire une bêtise et en plus, il me dit que ça va bien se terminer. Mais en fait, hein, je vais vous dire une chose. Déjà d'un, ce n'est pas votre ami et en fait, s'il vous le propose à vous, c'est parce que tout seul, il ne va pas oser faire sa bêtise. Il a besoin de quelqu'un pour l'accompagner. Ça, c'est la vraie réponse. Mais arrêtez-vous sur la seule vraie question qui est très importante aujourd'hui. Vous savez, tous ici, même les adultes, on a tous son sac à dos avec nos problèmes. On a des factures à régler, parfois on a des problèmes dans la famille, parfois avec le travail. On a tous des problèmes à régler, tous. Il y a des problèmes qu'on peut régler tout seul, il y a des problèmes, il faut les demander de l'aide. Arrêtez-vous sur votre vie aujourd'hui, là, et dites-vous, il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie, mais je suis convaincu qu'il y a des choses qui vont aussi très bien dans votre vie. Peut-être que vous jouez au football, peut-être que vous faites du théâtre, peut-être que vous avez peut-être une petite copine ou un petit copain, et quand vous êtes avec lui ou avec elle, vous vous sentez bien. C'est à ça qu'il faut s'arrêter, à ces petits moments de bonheur qui sont tellement importants. Parce que si jamais on n'ose pas dire non, et qu'on se laisse entraîner, et que ça se passe très très mal, alors on va faire du mal à beaucoup de monde. Pas seulement à la personne à qui on voulait aller faire du mal, qui elle ne l'avait pas demandé, et à sa famille. En fait, on va faire du mal à sa propre famille à soi. C'est bizarre hein, qu'on ne s'en rende pas compte avant. Qu'on ne se dise pas, mais finalement, mais est-ce qu'il y a des gens qui m'aiment? Est-ce que j'aime des gens? Non, on se laisse entraîner. Et quand on est enfermé, tout d'un coup, on se rend compte, tiens, j'ai envie de voir ma maman. Tiens, j'ai envie d'écrire une lettre à ma petite copine. Tiens, mon grand frère, il me manque. Tiens, tout d'un coup, quand on est enfermé, qu'on a fait sa bêtise, on se souvient qu'on a des gens qu'on aime. Et qu'il y a des gens qui sont très malheureux parce qu'ils sont dehors et qui nous aiment. Vous savez, quand j'étais en prison, et que ma maman, elle venait me voir à la visite, c'est pas comme prendre rendez-vous chez un médecin. Hein. On vous donne rendez-vous à 14h, vous arrivez à 2h moins 10, et puis vous voyez le médecin à 14h. Quand maman, elle venait me voir à la visite, elle arrivait à 6h du matin, dans la rue. Il y avait une file. Parfois il pleuvait, parfois il neigeait, parfois il faisait du soleil, parfois il faisait très froid. Et vers 8h, elle franchissait enfin ce grand portail de la prison. Et les gardiens souvent la regardaient en disant
quelle mère, son fils est en prison. On se demande bien comment elle l'a éduqué en fait. Hein. Et puis après, elle devait donner sa carte d'identité, passer dans un détecteur de métaux. Et après, elle devait encore aller attendre dans une salle d'attente qui sentait très mauvais. Ça sentait l'urine, ça sentait la transpiration. Avec d'autres mamans, d'autres mères de famille qui sont gênées parce que moi aussi, je vais voir mon enfant qui est en prison. Et à 11 h du matin, je la voyais enfin derrière une vitre. On devait prendre un téléphone et on devait crier parce que les autres criaient plus fort que nous. Et moi, j'étais là en prison, je me plaignais, maman, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis ici dans cette prison? Il y a du bruit tout le temps, les gardiens sont méchants, je suis enfermé dans une cellule. Maman, maman, maman. Et ma maman, elle était bien vieillante. Elle n'avait pas dit qu'elle attendait depuis 6 h du matin. Elle ne m'a pas dit, surtout, que les voisins, là où on habitait, les gens du quartier, la regardaient de travers en disant « Ah, quelle mauvaise mère !» Elle ne m'a pas dit que mon petit frère et ma petite sœur, quand j'étais en prison, n'ont pu oser aller à l'école pendant 2 mois. Parce qu'on disait « Ah, c'est le frère et la sœur de l'assassin. » Elle ne m'a pas dit que mon grand frère, à cause de moi, avait perdu 2 fois son travail parce que son patron avait appris que son frère était en prison. Vous voyez, parfois, en prenant la mauvaise décision, on ne s'en rend pas compte au moment où on réfléchit. Mais tout ce qui se passe après, il est parfois trop tard. Je suis rentré en prison à l'âge de 17 ans et au bout de 15 jours, j'ai pu aller dans ce qu'on appelle un centre fermé pour mineurs délinquants. En fait, c'est l'avant-dernière marche avant la prison, où il y a des éducateurs. Parce que c'est leur métier, ils sont formés et qui disent « Hé mon gars », comme je vous l'ai dit, chaque être humain vient avec autant de choses positives que de négatives. Tu es arrivé ici chez nous parce que tu as exprimé tout ce qui était négatif en toi. Tu t'étais montré violent, avec ta colère, tes fus, tes tentatives de suivi. En fait, tu as juste envie d'exister. Eh bien, nous, on va apprendre à te faire exister. Et on va te dire que tu es en fait quelqu'un de bien. Que tu as de la richesse. Que tu es capable de faire des choses dans la vie. Et effectivement, pendant 6 mois, j'ai passé, je pense, les 6 plus beaux mois de ma vie dans un centre fermé. Mais il y avait des adultes qui me permettaient de reprendre confiance en moi. Mais le juge a attendu que j'ai 18 ans. Et il m'a envoyé devant la justice des adultes. Et on ne m'a pas fait de cadeau. Et je me suis retrouvé en prison. Et je n'ai pas accepté ça. Vous savez, il faut beaucoup de temps quand on est en prison pour se rendre compte que finalement, si on est là, on peut rigoler avec toi, s'il te plaît. Qu'est-ce qui te fait rire? Non, mais sinon, on peut s'arrêter 2 minutes et... Vous savez, je témoigne beaucoup dans les prisons. Hein. Et bizarrement, chaque fois que je vais en prison, j'entends toujours des détenus qui se plaignent, en fait. 9 détenus sur 10 se plaignent. Ils disent, monsieur Maïs, si je suis ici, mais vous savez, c'est pas de ma faute, hein, monsieur. C'est la police, ils ne racontent pas la vérité dans le dossier. Je vais vous dire, monsieur, ce sont des victimes qui mentent. Monsieur, moi, si je suis ici, c'est la faute de mes potes, ils m'ont entraîné, puis j'ai fait une bêtise, mais c'est pas de ma faute, c'est eux qui m'ont entraîné. Comme s'il expliquait qu'on l'avait tiré par la main pour aller faire une bêtise. Monsieur, c'est pas de ma faute, c'est l'école, ils n'ont pas compris. Mes parents, enfin, en fait, pour eux, c'est la faute de tout le monde. Ce que vous allez voir dans la pièce Un homme debout, c'est pas la prison. C'est la prison dans la prison. C'est un endroit à part dans une prison, où on met des gens extrêmement violents. On les met à l'écart de tout. Et en fait, c'est une espèce de tombeau dans un cimetière. Et l'homme qui n'est pas assez fort dans sa tête, il pourrait devenir fou. Ce que vous allez d'ailleurs voir dans la pièce, parce que mon complice, malheureusement, va devenir fou et puis il va se tuer, en fait. On n'est plus dans Call of Duty ni dans GTA. C'est la vraie réalité de la vie, là. Ce qui m'a sauvé la vie dans ces 3 ans dans ce tombeau, c'est que je savais lire et écrire. Et à 8 ans, je me souviens, j'allais tous les mercredis à la bibliothèque. J'adore la bibliothèque. Et j'ai commencé par des bandes dessinées, puis
la bibliothèque rose, puis la bibliothèque verte. Et j'étais heureux, hein, à l'âge de 12 ans, quand j'ai pu rentrer dans la bibliothèque pour adultes. Ah, ça y est, je suis adulte, je peux lire des livres un peu plus intéressants. Donc j'avais toujours été fasciné par la lecture. J'adorais lire. Et en isolement, dans ce tombeau, c'est ce qui va me sauver la vie. Et ce qui s'est passé en isolement, c'est que j'ai arrêté de me dire « Ouais, mais si je suis là, c'est de la faute de mes parents. Hein. Mon beau-père, il m'a frappé. Hein. Ma mère, elle me laissait tomber. C'est de la faute de l'école qui n'a jamais compris mes problèmes. Ouais, c'est de la faute de mes potes qui disaient « Ouais, nous, on va t'aimer. Tracasse, nous, on est là pour toi. À la vie, à la mort. Hein. » Sauf que ces amis-là, ces petits amis, avec un tout petit A qu'on ne voit même pas, ils ne m'ont jamais écrit quand j'étais en prison. Jamais, jamais, jamais. Alors j'ai accepté, à partir de ce moment-là, d'être en colère avec moi-même. De commencer à réfléchir, de me dire, mais non, Jean-Marc, peut-être que chacun a une part de responsabilité, mais c'est toi seul, c'est toi qui as fait partir deux personnes. Et tu vas devoir vivre avec maintenant. Et j'ai essayé de comprendre comment est-ce que j'en étais arrivé là, et j'ai commencé à écrire toute l'histoire de ma vie. Et puis est arrivé un jour très important, c'est le jour de mon procès. Et j'ai vu une maman qui tenait une petite fille par la main, elle devait avoir 2 ans. Ouais, c'était la fille du gendarme. Moi, j'étais un homme, un adulte. C'était une petite fille de 2 ans qui allait grandir sans son père à cause de moi. Alors, quand le procès eut lieu, je n'avais que l'image de cette petite fille dans ma tête. Donc, quelle que soit la peine que j'allais ramasser, j'allais l'accepter. Et j'ai décidé après la peine de m'évader. Mais m'évader avec moi-même. Par la peinture, le dessin, l'écriture, la lecture. Et quand enfin, au bout de 3 ans, j'ai quitté ce que j'appelle le pays des morts, ce que vous verrez dans la pièce, pour revenir enfin parmi les vivants, ce jour-là, je me suis dit, plus jamais dans ma vie, quelqu'un décidera à ma place. Si on allait encore me proposer quelque chose que je ne voulais pas faire, j'allais dire non. Je n'accepte pas ce que tu me demandes. Et c'est mon choix, moi. Et quand on prend son choix à soi, on respecte le choix de l'autre. On ne pousse pas à prendre un autre choix. Puis, je suis arrivé en Belgique dans une prison où malheureusement, je suis tombé dans la drogue. Pas fumer un joint. Je suis tombé dans une drogue dure, une drogue très égoïste, une drogue dont le corps a besoin tous les jours, une drogue où malheureusement certains détenus que j'ai connus n'ont pas hésité parfois à tuer leur père, leur mère, leur sœur, juste pour leur prendre de l'argent et aller chercher la drogue pour ne pas être mal dans leur corps. Ça va durer 7 ans. Et un jour, j'ai décidé d'arrêter la drogue en prison. Aujourd'hui, ça fait 13 ans que je n'ai plus jamais touché à la drogue. Mais partout où je voyage en Belgique, dans chaque grande ville en Belgique, je vois d'anciens détenus que j'ai connus à l'époque où j'ai pris de la drogue. Et eux sont toujours dans la drogue. On leur voit leur corps, ils ont 40 ans, ils en paraissent 60, ils n'ont plus de dents, ils sont maigres comme des clous. Et encore, là, ils ont encore besoin de leur drogue tous les jours. Et à un moment donné, ils retournent en prison. Et moi, j'ai décidé de faire des études en prison. Vous êtes ici, hein, tous les jours à l'école. Tout à l'heure, vous allez rentrer chez vous. Peut-être que parfois, vous passez une journée un peu plus difficile que celle d'hier. Nous aussi, nous, en tant qu'adultes, parfois, on passe une journée où on se dit vivement la fin des cours, qu'on rentre chez nous et qu'on souffre, qu'on décompresse. Ça arrive à tout le monde, hein. Vous allez rentrer chez vous, aller jouer au foot. Essayez quand même de ne pas trop jouer à votre PlayStation. Parce que la vie, c'est pas ça. La vie, c'est être ensemble, prendre du bonheur, se promener. On a un super parc. Enfin, il y a des parcs partout ici. Vous êtes dans un endroit mais magnifique. Vous n'imaginez pas, je suis sorti tantôt une demi-heure. J'ai vu cette montagne, là. Mais pendant 19 ans, vous savez ce que j'ai vu, moi? Du béton, des barreaux, des grilles, des portes en acier. J'ai vu que ça, en fait.
Ça fait la 5e fois que je viens à la Villeneuve. Vous êtes dans un endroit mais magnifique. J'ai eu la chance avec Alain de pouvoir visiter la Chartreuse. J'ai été à Champs-Rousse, j'ai été à Peldonne, j'ai été dans le Vercors. Waouh! Eh ben, quand je viens avec mon ami ici, chaque fois qu'il est dans la camionnette, je dis Stéphane, arrête-toi s'il te plaît. Et je sors, et mes yeux, ils en prennent plein la vue de ce paysage qui est devant moi. Ouais, parce qu'on a aussi la nature autour de nous. Et moi, quand j'étais à l'école en prison, j'avais un professeur pendant 8 heures, il avait un bouton sous son pied. Et si j'avais un problème dans la classe, il appuyait sur le bouton, il y avait 10 gardiens qui arrivaient. Nous, on n'avait pas droit à la récréation comme vous, hein, on devait rester dans la classe. Et après 8 heures de cours, je ne pouvais pas rentrer chez moi, serrer ma mère dans mes bras, ou aller voir mes potes, ou aller au Quick, ou aller au cinéma. Moi, je pouvais juste aller au Préau, à la promenade, où il y avait de la violence, où il y avait des trafics de drogue, où il y avait du racket, où il y avait du harcèlement. Ou alors, je pouvais aussi, effectivement, choisir le froid et la solitude de ma cellule. Vous voyez, ce n'est pas la même chose. Mais dites-vous une chose, je trouve cette école tout à fait magnifique, en plus j'adore le bois. J'espère que vous prenez conscience, mais je le sais les jeunes, que vous avez une chance extraordinaire d'être dans une école, que vous avez un privilège extraordinaire de pouvoir avoir accès à l'école, à la culture, au sport, aux loisirs. Parce que vous savez, si vous suivez un petit peu l'actualité, au lieu parfois de jouer à la PlayStation, allez un peu voir ce qui se passe dans le monde. Parce qu'il y a des millions d'enfants actuellement dans le monde, dont certains font des milliers de kilomètres pour quitter un pays ravagé par la guerre, où on torture les gens, où on tue les familles, qui sont ravagées par la famine et qui essayent de venir ici jusqu'en France, avec des parcours où ils risquent parfois de mourir dans la mer. Et quand ils arrivent enfin ici, ils peuvent encore être expulsés parce qu'on ne les accepte pas. Est-ce que vous prenez conscience de ça? Qu'eux, dans leur pays, n'avaient droit accès à rien du tout, parce que la guerre a tout ravagé. Donc on ne peut pas se dire qu'on est victime, donc on peut se dire qu'on a un privilège extraordinaire d'avoir accès à tout ça. Et donc il faut en profiter. Autrement, qu'en jouant à Call of Duty ou à GTA, c'est vrai, je reviens souvent là-dessus, hein, mais j'ai tellement envie de vous dire qu'il y a tellement de choses plus belles à faire dans ces moments de liberté dans lesquels vous êtes. Je dis souvent à des jeunes, quand je vais dans les écoles, il ne faut pas essayer de croire que son avenir va être comme ça. Ah, je suis né ici, je vais dans cette école-là, donc mon parcours, il va être comme ça. Vous avez le droit d'inventer vos rêves, d'inventer votre parcours, surtout de croire en vous. Alain Manac me dit que malheureusement, je vais devoir vous laisser la parole. Malheureusement, non. J'ai juste envie de vous dire heureusement. Donc, c'est à vous maintenant la parole. Ne me posez pas des questions pour savoir ce qui m'a amené en prison, puisque vous allez le voir dans la pièce Un homme debout. C'est vrai, je vous l'avoue. Je vous l'avoue. Mais j'ai surtout envie de l'avouer à ceux qui jouent à des jeux ultra violents. Qu'est-ce que vous allez voir sur scène, dans le spectacle Un homme debout? Il n'y a pas un écran en plasma. C'est pas vous qui allez avoir une manette entre les mains pour me diriger sur scène. Vous allez me voir en vrai, vous raconter mon histoire. Et c'est une autre forme de violence, parce qu'elle est vraiment arrivée, que la violence que vous trouvez dans Call of Duty ou dans GTA. La vie, c'est apprendre à respecter les autres. Hein. La vie, ce n'est pas d'écraser des petites vieilles pour avoir une mission dans son jeu. La vie, c'est de pouvoir aider une vieille personne à pouvoir traverser traverser un passage à piéton, pour pouvoir aller faire les courses, pour pouvoir lui dire « Madame, comment est-ce que vous allez? Vous allez bien aujourd'hui, madame ?» Parce que si vous écrasez tous les jours des petites vieilles dans votre jeu GTA, mais c'est normal que quand vous voyez une vieille personne, vous allez dire « Ah, celle-là, j'ai envie de l'écraser. » C'est ça, en fait, hein, le fait qu'on mette 18 ans sur une jaquette, et pas qu'on mette 13 ou 14 ans. Voilà, je vous laisse poser toutes les questions que vous voulez. N'hésitez pas. Souvent, c'est des jeunes filles, on ne sait pas pourquoi, elles osent poser la première question. Je préfère vous me poser une question que de parler entre vous. N'hésitez pas. S'il vous plaît. Non, c'est bon. Ah. Ça
peut être dur. Ah, vous avez des questions? Vous avez écrit des questions? Ouais. Waouh, c'est bien. On va écouter donc dans le respect. Parlez juste un petit peu bien fort, s'il vous plaît. Il y a des questions auxquelles vous avez déjà répondu. Ouais. Selon vous, la violence est-elle un choix ou une absence de choix? C'était un choix ou une absence de choix? Ouais. Tu sais, je travaille dans des centres fermés. Et parfois, à force de rencontrer des jeunes, parce qu'un jeune n'ose pas tout de suite se confier, même quand on est éducateur, dont c'est le métier en fait. Parfois 2-3 rencontres. Et tout d'un coup, il trouve de la confiance dans l'éducateur que je suis. Et moi, quand je travaille avec un jeune, je ne veux pas savoir pourquoi est-ce qu'il est enfermé. C'est lui qui doit me le dire et s'il a envie de me le dire. Et parfois, j'ai des jeunes qui m'ont raconté, alors qu'ils avaient commis des choses très très graves, ils ont commencé à m'expliquer leur parcours. Par exemple, il y a un jeune, à l'âge de 6 ans, son papa venait le chercher pendant la nuit dans sa chambre, par la peau du cou, violemment, il l'amenait dans le salon, il disait « Regarde tout ce que papa il a volé pendant la nuit. Toi aussi, tu vas faire ça quand t'es grand. Tu seras voleur, ou à la rigueur, tu peux dealer. » C'est un exemple. J'ai un autre jeune qui, lui, m'a dit à 8 ans, mon père, il m'a apporté un bac de bière, de 24 bières. Il m'a dit, mon fils, aujourd'hui, tu vas te saouler la gueule pour la première fois. Et il a bu toutes les bières. Il y a certains jeunes dans leur milieu familial qui ont vraiment été très mal éduqués, en fait. Comment voulez-vous que quand on est 4, 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, on croit toujours dans nos parents. On croit que ce sont les vrais modèles qui sont positifs. C'est seulement plus tard qu'on se rend compte qu'en fait, on avait des très mauvais modèles. Donc, je pense que chaque être humain est doté d'une petite part de violence. C'est ce qui nous met parfois en colère. Mais je pense, de nouveau, que la colère, il faut l'exprimer avec des mots. Moi, la violence que j'ai en moi, elle n'a pas disparu. Elle est toujours là. Mais j'ai appris avec des gens qui m'ont aidé, des psychologues, avec moi-même, surtout avec le théâtre, surtout. Je sais, quand je suis en colère, tu vois, parfois il m'arrive d'être énervé avec des gens, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais sortir dehors, je vais aller fumer une cigarette, je reviens, oui, ok, ça va, je suis prêt à t'écouter. Mais chacun trouve son moyen. Parfois, j'ai été travailler dans des écoles primaires où un enfant est en colère, on lui dit, ben, tiens, souffle dans le ballon. Il commence à souffler. C'est dur, hein, parfois, de gonfler un ballon. Allez, vas-y, fais éclater on lui donne une aiguille, et la colère a explosé. Il y en a qui vont l'exprimer en criant dans un parc, en allant jouer au football. Il y en a parfois qui l'expriment simplement en prenant leur mère dans leurs bras. Maman, je t'aime, je suis... Et on pleure. Et pleurer, parfois, ça fait beaucoup de bien. Ça apaise parfois la colère. Mais réagir par la colère en ayant frappé quelqu'un, ça, c'est pas la bonne manière de pouvoir exprimer sa colère. Parce que c'est nous qui sommes en colère. Pourquoi est-ce qu'on irait faire sentir sa colère à un autre et en plus lui faire du mal? Lui, il n'a pas demandé d'avoir notre colère à nous. Donc, la violence, est-ce que c'est un choix? À partir du moment où on est dans un monde de violence, dans sa famille, et qu'ensuite on pense que c'est la seule manière de pouvoir vivre, ce que je faisais dans les écoles primaires, ben après on choisit souvent des modèles qui sont violents et on croit qu'on doit rester dans cette violence. Donc là, parfois, ça devient un choix. Mais c'est jamais le bon choix, en fait, la violence. Est-ce que vous avez encore une question Ouais. Ah, Enfin, elle. ah, juste le temps que tu cherches ta question. Est-ce que certains d'entre vous ont Internet dans leur chambre, je parle? Hein? Internet. Non, je vois. Ah, et quand même, là. Mais Oh. c'est sans fil. Waouh. Ok, d'accord, ça va, merci, c'est gentil. Donc, je vous pose la question de savoir, parce que je suppose que quand vous rentrez d'école, vous avez sûrement des devoirs à faire, et puis, je sais pas, vous allez vous amuser, et puis vous allez dormir comme à un certain âge, hein, parce que bon, à votre âge, il faut quand même avoir 8 heures de sommeil minimum pour être en forme demain matin pour arriver à l'école. Et donc, je suppose que certains d'entre vous vont parfois dormir un peu plus tard en... Et vous faites quoi en fait sur Internet? Facebook, Snap, Insta. Facebook, et quoi encore à part Facebook et les réseaux sociaux? Vous regardez quoi sur les garçons par exemple? Qu'est-ce qui vous intéresse de regarder sur Internet? Je sais pas, voir des chansons, du rap, YouTube, je sais pas. T'as quoi? Je n'ai pas compris. J'ai pas entendu. La musique. La musique.
Et en fait, vous allez quand même dormir tôt, quand même. Ça dépend. Ça dépend, ça. Ça dépend du jour. S'il vous plaît, je n'ai pas entendu ce qu'il a dit. Le respect. Ça dépend du jour à l'heure où on commence. Le vendredi, tu vas dormir plus tard, par exemple. Bah oui, je suis pas à l'école le vendredi. Mais en semaine, tu vas dormir à des heures raisonnables. Bah... Non, moi, quand il y a pas la vérité, plus tard, enfin, faire un bon temps. D'accord. Taylor, vous disiez quoi, mademoiselle? Bah, moi, je prends du sommeil, on a plus qu'un petit sommeil après. Mais tu as 6 heures de sommeil le matin. Enfin, vous ne levez pas le matin en vous disant, oui, je suis fatigué, je n'ai pas assez dormi la nuit. Quoi. Bah, si, c'est obligé. Enfin, tout le monde est fatigué. Même tu me donnes à 8h, tu te lèves à 6h30 ou 7h, tu es toujours fatigué. Non, je suis toujours fatigué avant de réveiller. Ah, il y a le... Attendez, excusez-moi, il y a le jeune homme qui parle. Tu disais quoi? Ah non, parce que tu parles. Ah, ok. Question. Oui. C'est laquelle? Ah ouais. Pensez-vous qu'il y a un âge pour être responsable? S'il y a quoi, hein? Pensez-vous qu'il y a un âge pour être responsable? Mais je pense que on est responsable à tout moment, en fait. Mais de nouveau, ça dépend le milieu dans lequel on est élevé et ce qu'on fréquente, l'environnement aussi. Hein. Pas parce qu'on vit dans un quartier difficile qu'on va dire que c'est plus difficile pour nous. Non. Je pense qu'on doit être responsable tout le temps. Et quand on se connaît bien... Ah, mademoiselle a quelque chose à dire. Non, c'est elle qui ce que... Ah, d'accord. Non, mais comme ça, on écoute. Hein. En fait, votre soeur, à la fin, elle a eu quoi? À la fin? À la fin, elle a eu quoi? Est-ce qu'elle a réussi à avoir une belle vie ou elle a été... Moi, c'est à la fin, j'ai eu quoi? Non, Ça votre soeur, Ta soeur, qu'est-ce qu'elle a eu? Ta soeur. Ma soeur? Oui. Ouais. Comment J'ai appris, en fait, ma petite sœur, comme c'est moi qui l'ai, entre guillemets, élevée, puisque je m'en occupais, mais j'ai été un frère négatif sur ce que j'ai fait. Mais elle a pensé que, comme j'étais son modèle, ce que j'avais fait était bien. Donc quand je suis tombé en prison, ma petite sœur, elle avait 12 ans. À 15 ans, elle a arrêté d'aller à l'école. À 17 ans, elle a commencé à avoir des mauvaises fréquentations. À 18 ans, elle s'est mise avec une espèce de chef de bande qui lui a fait un enfant. À 19 ans, à 7 mois, elle tapait sur son ventre et son enfant est né prématuré. À 20 ans, elle allait en prison. À 23 ans, on l'a déclarée schizophrène, c'est-à-dire folle. Donc elle a vécu jusqu'à la semaine dernière, parce que j'ai appris une mauvaise nouvelle, jusqu'à la semaine dernière, elle vivait dans une maison où on apprend, personne handicapée mentale, à retrouver une certaine autonomie. Elle a 44 ans aujourd'hui. Mais la semaine dernière, mon petit frère m'a appelé, il m'a dit qu'elle avait pété un plomb et qu'elle avait menacé des policiers avec un couteau. Et malheureusement, elle est retournée en prison. Mon grand frère, il y a 30 ans qu'il ne veut plus me voir. C'est son choix, en fait. J'ai retrouvé ma maman grâce à la pièce à Noble-Debout. Elle a vu 2 fois, elle pleurait pendant la pièce. Je savais qu'elle était là. Et mon petit frère, depuis que je suis sorti de prison, m'accompagne. Je le vois très très souvent. J'ai juste envie de vous dire que j'ai perdu quand même 5 membres de ma famille que j'aimais beaucoup en prison. Qui sont morts de tristesse, hein, qui m'adoraient. Et je n'ai pas pensé à eux avant de faire ma bêtise. Alors que je savais qu'ils m'aimaient et je savais que je les aimais aussi. Hein. Donc ce n'est pas simplement d'avoir pris la vie à 2 personnes, parce que ça m'appartient à moi. C'est le fait d'avoir d'abord fait du mal à toute la famille de ces personnes-là et d'avoir fait énormément de dégâts dans ma famille à moi. Alors que j'étais le seul à avoir décidé de ce choix-là. Donc oui, j'aurais dû être beaucoup plus responsable, jeune homme. J'ai juste, parce que voilà, ça me frappe beaucoup, je ne vous ai pas posé des questions comme ça, de savoir qui jouait à des jeux ultra violents, qui avait Internet dans sa chambre. Je sais à quoi aussi vous êtes confrontés, hein. Vous êtes parfois aussi confrontés à des images pornographiques, comme on dit, hein. Je le sais. J'ai juste envie de vous raconter l'histoire d'un gamin avec lequel j'ai travaillé. Il était dans un centre fermé. Il avait 15 ans. Il était accusé d'avoir commis 5 hold-up avec prise d'otage.
Et quand je l'ai rencontré, avec son éducateur, on s'est vus tous les trois. C'est surtout pour toi que je raconte ça, donc écoute bien ce que je vais te dire, écoute bien ce que je vais te dire. Je lui ai demandé qu'il m'explique comment, qu'à 15 ans, il en était déjà arrivé à avoir commis 5 hold-up avec une violence extrême. Il m'a expliqué. Monsieur, à l'âge de 6 ans, mon grand frère, il en avait 10. Et il jouait tous les jours à GTA. À un moment donné, il me laissait regarder. Je ne pouvais pas jouer, mais il me laissait regarder. T'as vu la mission? J'y arrive, j'y arrive. Et un jour, comme il ne jouait pas, moi j'ai commencé à jouer, puisqu'en vie, je l'avais vu pendant quelques années, donc, ok. Il était dans une famille alcoolique, hein, donc le père, la mère, qu'il aille à l'école ou qu'il n'aille pas à l'école, de toute façon, ils avaient des allocations familiales. Vraiment ça, hein. Qu'est-ce que tu veux? Il était dans une espèce de cité à Liège, pas comme la Villeneuve, il n'y a pas des grands buildings comme ça, il y en a 2, 3, mais il était dans un endroit réputé difficile dans la région de Liège. Et comme il n'allait pas à l'école, ben, il traînait dans la rue. Et à l'âge de 14 ans, il a vu des plus grands, qui traînaient tous les soirs, qui fumaient parfois le pétard, enfin, il glandait, il s'est toujours très bien habillé, hein, dernier training, dernière marque. Et il était attiré comme un aimant qui s'attire avec un autre aimant. Alors il essaie de se faire remarquer. Alors un jour il est allé chez lui, il a dit: ah les gars, je sais que vous fumez de la beuh, j'ai trouvé de la beuh, tenez, c'est pour vous. Eh les gars, si vous avez envie de moi, c'est quand vous voulez, c'est quand vous voulez. Hein. Il disait: non, non, va là-bas, t'es encore un peu trop petit. Et à 15 ans, il y a un de ses grands de 17 ans qui lui a dit: tu sais quoi, maintenant on a besoin de toi, viens un peu ici. Je vous signale qu'il jouait depuis l'âge de 6 ans à Call of Duty et à GTA. Hein. Il en a 15 là. Il en a 15. Il n'allait pas à l'école. Donc il passait parfois 5, 6, 7 heures, 8 heures par jour à jouer à des jeux ultra violents. Hein. Et quand le grand est venu le trouver, il a dit: écoute, on a besoin de toi parce qu'il nous manque quelqu'un. Ça te dirait d'aller faire un hold-up? Il a dit: bah oui. Bon écoute, je vais te donner un flingue, un vrai, hein, et tu auras 5 000 €. Et je ne suis pas occupé à te raconter une histoire fictive au cinéma. Je te raconte une histoire réelle qu'un jeune m'a racontée. Tu auras un pistolet, tu auras 5 000 €. Le jeune, attention, c'est ça la délinquance. Hein. Ça allait en accélérer. Ça veut dire que vous êtes au début et vous voulez déjà connaître la fin. Quand vous lisez un livre, les premiers chapitres, c'est tellement passionnant que vous ne savez pas attendre, donc vous allez voir la fin et vous ratez toujours l'essence même d'un livre. C'est le mieux. Dans chaque chose que vous allez faire dans la vie, il y a toujours un début, un milieu et une fin. Donc il n'a pas pensé, lui, qu'au mieux, pendant son hold-up, et quand on ne sait pas se servir d'une arme à feu, comme vous allez le voir dans la pièce, j'ai eu une arme à feu une fois dans ma vie, et j'ai tiré un coup de feu et j'ai tué un homme. Lui, il ne sait pas que sous l'effet de la peur, il aurait pu tirer sur quelqu'un. Il y a une chaîne de télévision belge qui a eu les 5 vidéos des braquages qu'ils ont fait dans les grandes surfaces. C'était filmé. On les a vus dans une émission. Hein. Je vous assure que ce gamin est rentré à chaque fois dans ces grandes surfaces comme dans un jeu vidéo. Il avait exactement les mêmes comportements. Il arrivait, il a traumatisé les caissières, il les a frappés, à coups de crosse, comme c'est violent, inouï. Et ce qui est très malheureux dans son histoire, et je ne sais pas, même des éducateurs spécialisés, il faudrait beaucoup pour le travailler, mais il m'a dit une chose: monsieur, les 4 premiers hold-up, j'ai eu 5 000 €. Et je dis: qu'est-ce que tu as fait avec les 5 000 €? Donc il en a eu 20 000. Il m'a dit: ben, j'ai fait comme les grands, monsieur. Tout de suite, on est allé au centre-ville, magasin de luxe, on a acheté les derniers training, la casquette, les baskets, nanani, nanana, on a acheté de la beuh, on est sorti en voiture, enfin, et c'était très vite claqué en fait, hein, donc c'est de l'argent très facile. Quand on lui, si je pourrais te demander combien tes parents gagnent par mois et combien il faut pour gagner comme ça 5 000 € pour les claquer comme ça. Moi, c'est impossible pour moi. Et il a osé me dire: monsieur, le 5e hold-up, monsieur, j'ai eu tellement d'adrénaline dans ce que j'avais fait dans les 4 premiers hold-up, que je l'ai fait gratuitement. Alors, je l'ai regardé, je l'ai écoute. Ok, j'ai compris. L'année prochaine, tu as 16 ans. Et en Belgique, un juge de la jeunesse, donc c'est un juge qui s'occupe des enfants jusqu'à l'âge de 18 ans, un juge de la jeunesse pourrait te dire: tu sais quoi?
je vais t'envoyer comme un grand que tu n'es pas encore, tu es tout petit, mais tu vas aller en prison, je vais t'envoyer en prison avec des adultes. Alors quand je lui dis, tu sais, tu as encore 2 ans pour te reprendre, 2 années. 2 ans pour comprendre que la vie, elle passe d'abord par l'école. 2 ans pour te dire qu'il va falloir avoir un diplôme. Et le gamin, il m'a répondu, monsieur, je vais quand même pas perdre mon temps là à l'école, j'ai jamais été à l'école, donc j'ai pris beaucoup de retard, et même si je vais chercher un diplôme, est-ce que vous pensez sincèrement que je vais aller travailler, me casser le derrière, pour avoir un petit salaire à la fin du mois? On est responsable de sa vie et de ses choix. Il pourrait le faire. Je ne sais pas ce qu'il est devenu aujourd'hui, mais je pense que j'ai cette phrase exprime, il faut apprendre à désapprendre. Donc lui, il doit désapprendre le fait qu'il a gagné de l'argent facilement, hein, pour réapprendre autre chose. Et réapprendre pour lui, c'est se reprendre en main, aller à l'école et de croire en lui. Ça, c'est un gamin qui a 15 ans, depuis l'âge de 6 ans, joue à des jeux comme ça, et qui, quand il a fait ses hold-up, s'est vraiment senti comme dans un jeu vidéo. Et il a une chance extraordinaire de n'avoir tué personne, parce que je pense que sa vie aurait encore beaucoup plus basculé que ce qu'il imaginait. Monsieur, vous avez dit, comme quoi on vit dans des lieux difficiles. C'est pas la cause. Il faut me répéter parce que franchement, je suis dur de la feuille. C'est pas de ta faute, hein, j'ai perdu un peu Louis en isolement en fait. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est quoi, Elise? Alors, tu vis dans une cité ou quoi, c'est pas si c'est pas Attendez. dans une cité que tu deviens... Voilà, lui, il explique que c'est pas parce que tu habites dans un quartier que tu vas sortir. Exactement. Tu sais, je vais te dire une chose. C'est ça, Aliès? Ouais, c'est une très belle question. Elle est vraiment très pertinente quand même. Quand je suis venu il y a 4 ans ici à la Villeneuve, j'ai été à Mounier, j'ai été dans pas mal d'écoles. Je vais te faire un dessin. Il y avait des jeunes qui habitaient dans une des tours à la Villeneuve et qui le matin sortaient en bas et allaient à droite et allaient tout de suite à l'école, ça leur prenait 200 mètres. Mais à 16 heures, en fait, ils n'osaient plus faire les 200 mètres pour rentrer par l'entrée principale d'où ils étaient sortis. Et je vais te dire pourquoi. En fait, ils faisaient tout le tour de la cité de la Villeneuve pour rentrer par derrière. Et pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça? Pas pour marcher pendant 20 minutes, hein? Non. Parce que quand ils rentraient de l'école, il y avait 5-6 teneurs de murs qui, eux, avaient traîné pendant toute la nuit dans la Villeneuve, à boire de la vodka, à fumer du chichon, à parler du dernier jeu vidéo qu'ils avaient joué pendant la journée, avant de s'endormir et de se réveiller à 4 heures du matin. Et ces jeunes-là m'expliquaient, monsieur, si moi je rentre de l'école, et que je rentre par l'entrée principale, et qu'ils me voient, ils vont me dire, et quoi? Et tu continues à aller à l'école? Regarde le dernier training que j'ai, et regarde ce que je me suis fait comme argent hier soir. Allez! Mais j'ai dit, mais c'est quand même incroyable. Toi, tu vas à l'école, tu te lèves tout le matin, pour essayer d'avoir un métier, pour quelque part rendre fiers aussi tes parents. Et tu devrais être un exemple pour lui, pour dire, écoute mon pote, on est dans la même cité, il n'y a pas de problème. C'est ton choix de vie, tu fais ce que tu veux. Moi, je suis responsable. Moi, je vais à l'école. Et il rentrerait par son entrée principale. Tu vois? Donc, ça ne veut pas dire que parce qu'on habite dans une cité, on va tous devenir comme ça. Il y a 14 000 habitants à la Villeneuve. Il n'y a eu que 13 agresseurs. En Belgique, sur 100% de la jeunesse en Belgique, il n'y a que 5% de la jeunesse qui déconne. C'est ça, c'est 5% en tant qu'éducateur que moi je m'intéresse. Donc je ne suis pas occupé à te dire parce que tu es né dans une cité que tu vas mal tourner. Non, je l'ai vu en 2012 ici quand je suis venu à la Villeneuve. La plupart de mes amis qui étaient dans ma cité n'ont jamais été en prison. Non, c'est comme tous les enfants qui n'ont pas eu de parents, qui ont été placés par des juges dans un orphelinat. Ils ne sont pas tous devenus délinquants. Non, je ne fais pas d'un cas une généralité, c'est pas moi ça. Je t'explique simplement mon histoire. Et j'aurais pu vivre peut-être même dans un autre quartier qu'une cité. Peut-être que j'aurais peut-être eu les mêmes problèmes. J'aurais peut-être trouvé des mauvais garçons dans un parc. C'était de nouveau mon choix, tu vois. Mais c'est très très bien ce que tu dis. Hein. Bon, même dans un village. Même dans un village. On croit que dans les campagnes, parfois, il ne se passe rien du tout. Moi, je travaille parfois en France, dans des villages ou en Belgique. Il n'y a pas d'association comme il y en a autant. Donc, qu'est-ce qu'ils font après l'école? Ah ben, ils n'ont rien du tout. Et je se retrouve, je sais pas moi, au pied du cimetière, ou dans un parc, ils sont là, c'était quoi ta journée aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On glande,
oh tiens, il y a le connard là, qui passe là, tiens, on va commencer à l'insulter, parce qu'il m'énerve celui-là. Hein? Et on fait quoi? Ah, t'as la mobilette là, on fume un pétard, on se fait chier, demain ce sera encore la même chose. Alors qu'il pourrait faire autre chose en fait. Donc ça ne se passe pas que dans les grandes villes, hein. On est clair quoi. Voilà. On va terminer là. Parce que je sais que si je te laisse, Ouais. tu peux tenir jusqu'à 10 Mais j'ai juste envie de vous dire une chose, c'est que quand vous viendrez jeudi, n'oubliez pas d'éteindre vos portables, c'est très important, hein, d'être concentré pendant 1h15. J'espère que vous aurez... Je le vois parce que c'est ma 5e animation de jour, et vous êtes les jeunes qui avaient posé le plus de questions, et ça me fait vraiment chaud au cœur. Et j'ai juste envie de vous dire, quand vous quitterez cette salle de spectacle, de penser à vos vies à vous. Pas ceux qui veulent vous entraîner vers le bas, et de penser à ceux qui veulent vous entraîner vers le haut. Voilà, je vous remercie, et le spectacle à nous.